Bonjour à tous, bienvenue pour ce 9e webinaire du cycle CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Alors, deux mots pour reposer le contexte de ce programme. Un constat partagé tout d'abord. On se retrouve aujourd'hui avec des transformations systémiques qui amènent chacune des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à se questionner au sujet de leur modèle socio-économique. Ce programme qui est en fait un cycle prospectif qui fait suite à un premier socle qui a partagé une culture commune sur les modèles socio-économiques d'intérêt général et qui est rendu possible grâce à nos partenaires, le ministère de l'Éducation nationale, la Caisse des dépôts, le Fonds ODD 17 et la Croix-Rouge française. Et chaque webinaire s'organise autour d'un rythme très spécifique, chaque troisième jeudi du mois à 13h, avec donc 10 escales en 2022 autour de cette vision prospective par domaine d'action. Quand on parle de prospective, qu'est-ce qu'on entend par là? Chacun des webinaires vise en fait à dessiner des chemins pour réussir l'agenda 2030 des objectifs de développement durable et permet d'aborder finalement une diversité de modèles à la fois par domaine, mais également par acteurs et par territoire, ainsi que leurs interactions pour finalement être en mesure d'accélérer des solutions permettant de répondre au mieux aux enjeux de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, les ODD. Et donc le 9e webinaire de ce cycle, celui d'aujourd'hui, a pour titre CAP 2030 vers les nouveaux modèles de l'habitat solidaire et durable. Quel sera le programme? Tout d'abord, une présentation de la recherche empirique, quel défi pour l'habitat. Ensuite, un moment d'intervention avec des regards croisés de 4 structures qui ont des champs spécifiques d'expertise et de complémentarité à ce sujet, Habitat et Humanisme, Solifap, Cette Famille et la CAPEB Loire-Atlantique. Et enfin, un temps de mise en débat pour passer finalement, après avoir entendu tous ces témoignages, d'une diversité des actions à comment avoir davantage d'interactions. Sans plus attendre, je vais inviter Élodie Julien, notre directrice de la recherche, à nous présenter la mise en perspective de la recherche empirique. Merci Yann et bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour ce webinaire. Alors tout d'abord, pour commencer, il est important de relire les pratiques de terrain depuis une décennie. Entre 2008 et 2015, le Rameau a travaillé sur des modèles d'investisseurs sociétal et c'est dans ce cadre que la question de l'habitat nous a paru particulièrement intéressante. En 2010, on a lancé une étude avec le Crédit Foncier sur l'habitat solidaire et durable. Et à l'époque, il faut se rappeler que deux sujets étaient traités séparément, c'est-à-dire la question sociale et la question environnementale. Et donc forcément, notre intérêt, c'était de voir comment on pouvait croiser et articuler ces différentes dimensions. Alors ça nous a amené à cheminer avec différents acteurs clés de l'habitat solidaire et durable. Et ça nous a permis aussi d'affiner notre compréhension de l'habitat, mais aussi de son financement. On a eu la question du financement de la réhabilitation, le financement de l'accompagnement social, notamment avec Habitat Humanisme, le financement de l'innovation avec AG2R La Mondiale et le financement de l'ingénierie avec Solifap, qui a un troisième levier sur le conseil. Donc au bout de 7 ans, ces liens, ces articulations de l'habitat solidaire et durable ont commencé à se préciser. Alors en 2015, c'est l'adoption de l'agenda 2030 par la France et cet agenda propose une vision systémique des sujets, c'est-à-dire qu'il faut traiter à la fois tous les domaines, par tous les acteurs, sur tous les territoires. Ce qui fait qu'en 2015, ça nous a amené à cheminer sur les modèles de co-construction territoriale, c'est-à-dire comment on articule des profils d'acteurs qui sont différents, qui reposent sur des modèles socio-économiques différents, tout ça pour co-construire ensemble des solutions qui vont répondre à des besoins locaux, enfin territoriaux. Et donc l'habitat illustre parfaitement cette vision systémique puisque c'est un domaine qui ne peut être appréhendé que de façon globale. Et pour ça, il nécessite de se poser la question de comment on va articuler les modèles socio-économiques des infrastructures physiques, c'est-à-dire des maisons, du bâti, le modèle socio-économique des foyers qui habitent dans ces maisons, les modèles socio-économiques aussi des accompagnateurs, et de voir comment on peut faire le lien aussi avec d'autres domaines d'action, comme par exemple la mobilité, puisque l'habitat ne peut pas se réfléchir que tout seul. Donc l'habitat solidaire et durable, ça pose la question de comment on va traiter d'une part les infrastructures physiques, techniques, et aussi d'autre part
comment on va traiter la question des liens humains, du relationnel, de comment on accompagne les personnes dans cet habitat solidaire et durable. Alors, l'habitat, c'est un domaine qui est intéressant parce qu'il a beaucoup de similitudes avec la question de l'ingénierie. On sait que les solutions de logement peuvent être différentes d'un territoire à l'autre parce que les besoins locaux sont différents et parce que les écosystèmes territoriaux ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Et donc, pour créer ces dynamiques pertinentes pour l'habitat solidaire et durable, il faut aussi pouvoir articuler 3 ingénieries qui renvoient aux différentes dimensions de l'habitat, c'est-à-dire une dimension d'infrastructure et une dimension de lien humain, d'interrelation. On a en territoire une ingénierie publique, de gestion publique qui est portée par les collectivités, qui va gérer les infrastructures physiques comme les transports, comme les écoles, les établissements. On a également de l'ingénierie de management de projet, c'est-à-dire une infrastructure qui apporte de la technicité, de l'expertise, comment on va accompagner des projets d'innovation. Et enfin, on a de l'ingénierie qu'on appelle de catalyse, c'est une ingénierie de la relation qui va créer de l'interconnaissance, qui va créer du lien, qui va créer de l'interaction. Et ça va susciter de la confiance. Donc l'habitat, ça pose la nécessité d'aborder ces questions d'infrastructure physique, technique et relationnelle. Et donc, tout l'enjeu, c'est de se poser la question comment on va financer et soutenir l'habitat et ses infrastructures. Alors, tout l'enjeu, c'est de se dire finalement comment on va réinventer notre façon d'investir collectivement. Et il faut à la fois investir collectivement dans la capacité d'innovation des projets. Et d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que l'idéal est de pouvoir réserver 2% pour la R&D sociétale, mais aussi, et c'est un « et », il faut aussi investir dans l'ingénierie de proximité qui est nécessaire pour créer des liens, des projets qui soient durables et pertinents. Et dans ce cadre-là, le Rameau a soutenu la proposition de l'ANPP Territoire de Projet qui propose que 1% d'investissement public soit dédié à l'ingénierie territoriale. Donc l'habitat, elle nous invite finalement à penser ou à repenser l'investissement durable, c'est-à-dire l'articulation entre l'investissement sur l'innovation et l'investissement en matière d'ingénierie. C'est les 2 conditions qui nous paraissent importantes pour imaginer un habitat qui soit solidaire, durable d'un point de vue environnemental, mais également durable d'un point de vue économique et pérenne. Voilà ce qu'on pouvait dire, Yann, sur notre recherche empirique sur l'habitat. Parfait. Merci beaucoup, Élodie, pour cette mise en perspective très intéressante. Alors, on va passer à présent à la partie finalement témoignage et intervention pour notamment éclairer une partie des éléments qu'Élodie vient de nous faire part. On garde cette méthode qui est celle un peu comme une boussole, comme une rose des vents de 4 points cardinaux, où en fait, Habitat et Humanisme va illustrer toute cette dimension de l'innovation, de l'invention. Solifab, celle de l'investissement. Cette famille a la capacité à faire émerger de nouvelles solutions. Et la CAPEB de Loire-Atlantique, le besoin de mobiliser collectivement des professionnels. Et ce sont ces dialogues qui vont illustrer aussi la capacité d'innover avec son écosystème. Un mot à l'attention de tous les participants qui nous regardent de France et d'outre-mer. Vous pourrez poser en ligne des questions à chacun des intervenants via le fil questions qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Et ils vous répondront directement donc en ligne via le fil questions. Merci pour votre attention. Alors, pour commencer donc ce temps d'intervention, on va accueillir Emmanuel de Lutzel, qui est vice-président communication et ressources d'Habitat et Humanisme Morbihan et également contributeur du pôle innovation et ressources nationales d'Habitat et Humanisme. Alors Emmanuel, votre enjeu est celui d'inventer des innovations. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement comment, à la lumière de vos expériences et de votre historique, comment inventer de nouvelles solutions innovantes d'habitat solidaire? Oui, alors avant de parler d'innovation, je voudrais un petit peu situer le contexte donc d'Habitat Humanisme. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais pour situer le contexte et le modèle économique. Typiquement, c'est un modèle économique hybride et c'est un modèle économique qui est 3 fois hybride. Alors, le cœur de notre métier, c'est le logement de personnes défavorisées. C'est 80% de notre activité, c'est la branche logement. Nous avons également une branche qui s'occupe de l'urgence et des réfugiés et une branche qui s'occupe du soin, donc des personnes âgées.
Mais l'essentiel de l'activité, ça reste encore l'activité de la branche logement, même si les deux autres activités sont en pleine croissance. Le point commun entre ces trois activités, d'une part, c'est un travail en réseau, puisque nous avons 57 associations territoriales, deux foncières, une foncière pour la branche logement, une foncière pour la branche soins, et une fédération basée à Lyon. Mais la fédération est au service des associations. Et en termes de modèle économique, je disais tout à l'heure, donc c'est un modèle économique hybride et triplement hybride, à la fois en termes de ressources humaines, en termes de gestion des logements et en termes de ressources financières. Je m'explique. D'une part, les ressources humaines. Nous avons la chance d'avoir environ 5000 bénévoles, mais aussi 2000 salariés. Donc, c'est un modèle, et puis une petite centaine de personnes en mécénat de compétences, ce qui veut dire que nous avons ce modèle qui est combiné avec, d'une part, des personnes comme moi qui sont bénévoles et qui vont apporter une certaine expertise, sachant que 80% des bénévoles sont surtout dans l'accompagnement des personnes que nous logeons, hein. Moi, je fais partie un peu de l'exception des bénévoles sur les sujets finance et innovation. Donc, la combinaison des ressources humaines bénévoles et des salariés qui sont absolument indispensables, alors en particulier dans la branche soins, parce que quand il s'agit de s'occuper de personnes âgées, là, on est dans une proportion qui est inverse, puisque en fait, on a beaucoup plus de salariés que de bénévoles. En revanche, dans la branche logement, on est classiquement dans une proportion de 80 à 20 en matière de bénévoles. Le deuxième élément, c'est de l'hybridation, c'est les logements, puisque nous sommes, enfin, quand je dis nous, c'est la foncière, hein, sur environ 10 000 logements, un peu plus de la moitié est possédée par là où les foncières Habitat Humanisme, très exactement 5 500, et l'autre moitié est possédée par des propriétaires solidaires. Le modèle a commencé d'ailleurs avec des propriétaires solidaires. La foncière est venue plus tard. Ça veut dire que, pour prendre un exemple, quand on commence à se développer, par exemple au hasard, dans un nouveau territoire comme le Morbihan, c'était le cas il y a 15 ans, hein, le Morbihan est la Bretagne est relativement récente dans la géographie d'Habitat Humanisme, on va d'abord chercher dans une ville donnée à trouver des propriétaires solidaires, donc des gens qui vont mettre à disposition des logements. On va donc louer pour sous-louer. Et puis, dans un deuxième temps, comme ça nous est arrivé à Vannes il y a 4 ans, ou à Lorient il y a 3 ans, enfin à Lanester exactement, de monter des collectifs, hein, de ce qu'on appelle des résidences intergénérationnelles qui vont être propriété de la foncière. Et puis le troisième aspect concernant l'hybridation des ressources, c'est les ressources financières, puisque en matière donc nous avons à la fois une combinaison entre, pour environ 250 millions de revenus et de charges, nous avons environ 100 millions qui sont des revenus d'activité, c'est-à-dire les loyers que nous allons encaisser, 100 millions qui sont à peu sur les aides au poste, hein, donc qui sont des subventions, et puis la générosité du public, à peu près 27 millions. Donc cette combinaison entre les ressources financières de la générosité du public et la rémunération publique ou privée fait un modèle économique très, très hybride. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du modèle économique, mais je voudrais un petit peu parler sur le sujet de l'innovation, puisque c'est un de mes dadas. En fait, l'innovation, elle est un peu dans la nature d'Habitat Humanisme depuis 37 ans, mais en même temps, on a fait, comme Monsieur Jourdain, de l'innovation sans le savoir. Par exemple, le lancement des pensions de famille ou des résidences intergénérationnelles, c'était à l'époque, il y a maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était des innovations. Et aujourd'hui, on gère 50 pensions de famille, 50 résidences intergénérationnelles avec chaque année des nouveaux développements.
Autre exemple d'innovation, c'est dans le cadre du collectif Finansol, dont nous avons été un des initiateurs il y a 25 ans, c'est le développement de la finance solidaire. À ce titre, alors je voudrais donner quelques exemples, je pense qu'il va me rester juste 2 minutes, quelques exemples d'innovation. Un premier exemple, c'est le Tour de Bretagne de la finance solidaire que nous sommes en train d'achever. Donc, il y a eu une manifestation à Rennes, une manifestation à Lannion, une manifestation à Vannes. Au total, à peu près 200 personnes réunies avec environ une vingtaine de partenaires territoriaux et les 4 associations Habitat Humanisme qui ont été moteurs de ce sujet. Il reste encore une session à faire à Quimper la semaine prochaine. Donc ça, c'est un exemple en matière d'insertion dans le tissu local et de développement de la finance solidaire. Autre exemple, ce sont les biens confisqués. C'est un sujet qui a émergé il y a maintenant 1 an. Depuis 1 an, donc le ministère de la Justice met à disposition des associations, donc au lieu de vendre des immobiliers confisqués, sur le modèle italien, les associations peuvent être attributaires de ces biens immobiliers confisqués. Il se trouve que nous avons été la première association en France métropolitaine à bénéficier de ce processus avec l'attribution donc d'un bien dans le Nord-Pas-de-Calais avec un immeuble avec 7 logements. Aujourd'hui, l'innovation chez Habitat Humanisme, ça n'est plus le fait du hasard. Nous avons, depuis plus de 2 ans maintenant, mis en place un pôle d'innovation dont le but est de transformer cette innovation, je disais comme Monsieur Jourdain, on fait de l'innovation sans le savoir, cette innovation un peu par hasard, hein, de la systématiser. Mais nous avons encore une grosse démarche, effectivement, pour que ce soit quelque chose qui soit naturel au niveau des 57 associations, au niveau de la fédération, au niveau de l'ensemble du réseau et des 5000 bénévoles et 2000 salariés. Je pense que je dois à peu près être dans le temps. C'est parfait, c'est parfait, Emmanuel. Tu es parfaitement dans le temps et merci pour cet éclairage passionnant. Donc, l'art de revisiter 37 ans d'histoire en moins de 10 minutes. Merci beaucoup. Je crois que ça pose bien les jalons, effectivement, de l'innovation et des différentes séquences d'innovation aussi selon l'agenda d'Habitat Humanisme et de l'écosystème. Et justement, on vient donc d'entendre avec Emmanuel de Lutzel pour Habitat Humanisme l'enjeu de l'innovation. Et on va à présent écouter celui d'investir, très complémentaire avec son président Charles Legaz, qu'on a le plaisir d'accueillir, de Solifap. Charles, est-ce que vous pouvez nous dire finalement comment investir dans les initiatives associatives luttant contre le mal logement? Bonjour à tous et merci, merci Yann. Peut-être commencer par revenir sur... nous, on n'a que 8 ans, on est des petits jeunes à côté de nos amis, de nos grands frères d'HH. Revenir sur la jeunesse du modèle un peu particulier de Solifap. Le constat, Solifap, c'est la société d'investissement solidaire qui a été créée par la Fondation Abbé Pierre et le groupe AGSR La Mondiale il y a 8 ans à peu près. Le constat qui était fait à ce moment-là, c'est... le premier constat, c'est celui du mal logement. Pour qu'on se remette juste quelques idées en place, non pas les chiffres de l'époque, mais les chiffres d'aujourd'hui. Il y a environ 37 millions de logements en France, 450 000 ont été construits en 2021, et pourtant, on manque de logements. La Fondation Abbé Pierre estime qu'on manque aujourd'hui d'à peu près 1,5 million de logements. Il y a 4 millions de personnes qui sont pas logées ou extrêmement mal logées, et en tout 14,5 millions de personnes qui souffrent, qui sont fragilisées par la crise du logement. Donc ça, c'est le point de départ, je dirais, sur la question du constat. Donc la Fondation Abbé Pierre, avec beaucoup d'autres structures, agit pour lutter contre le mal logement à la suite de son fondateur.
au début des années 2010-2012, la Fondation a constaté qu'il lui manquait des leviers d'action pour mieux accompagner les partenaires qu'elle finance. Et donc, à ce moment-là, elle a rencontré un certain nombre d'acteurs, notamment le groupe AG2R La Mondiale, à travers, entre autres, le Rameau d'ailleurs, pour réfléchir à la manière de combler ce vide qu'elle avait autour de l'accompagnement de ses partenaires. Et donc finalement, le schéma, et après je détaillerai quelques éléments, qui a été le sien, c'est de dire, voilà, le problème auquel on est confronté, c'est la question de l'exclusion, c'est la question du manque de logement, c'est la question du mal logement. Et la solution qui a été trouvée à ce moment-là, c'est de dire l'investissement solidaire au service du logement pour ceux et celles qui luttent sur tous les territoires, eh bien, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Donc, on va se dire, la solution au problème du logement qu'on rencontre, c'est l'investissement solidaire au service du logement. Pourquoi ? Eh bien, parce que un logement adapté pour celles et ceux qui en sont exclus, eh ben, c'est un bon investissement. Voilà, c'est un peu le bon sens commun. Et du coup, la mission de Solifab, c'est quoi ? C'est de renforcer les acteurs, les associations, les entreprises sociales qui luttent contre le mal logement dans leur mission, mais c'est aussi de financer de nouvelles solutions pour le logement des plus fragiles. Et du coup, je reviens quand même sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a un premier point dans le modèle de Solifab qui est important, c'est que notre ADN, c'est le partenariat. C'est-à-dire que on agit en partenariat avec des structures partout sur le territoire. Et du coup, il y a ce terme qui est important pour nous, ce terme d'alliance, qui est important parce qu'on va faire alliance avec des acteurs de notre écosystème pour construire des solutions, sachant que nous, notre intervention va être une intervention en investissement. Et donc, depuis le départ, finalement, tout comme le modèle d'Habitat Humanisme, le modèle de Solifab est un modèle qui est très hybride. Il est hybride dès sa création, puisque finalement, c'est la rencontre entre un grand acteur de l'intérêt général qui est la Fondation et un grand groupe de protection sociale qui est AG2R La Mondiale, pour agir aux interstices, finalement, au croisement de plusieurs mondes. Et là, on retrouve l'écosystème de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et particulièrement de la finance solidaire. Pourquoi on intervient ? Eh bien parce que, je reviens un tout petit peu plus haut, le constat qui a été fait par la Fondation Abbé Pierre, c'est que souvent, les modèles socio-économiques de nos partenaires étaient trop fragiles pour leur permettre de mener à bien les projets, de se développer de manière suffisamment importante et ambitieuse. Et donc, la Fondation se retrouvait parfois avec en face d'elle des partenaires qui étaient fragiles sur le plan économique et financier. Et donc, la manière dont Solifab s'est construite, c'est autour de 3 leviers d'action. Le premier levier, c'est un levier foncier. On va retrouver là les fondamentaux d'une foncière. Tout simplement, on va acheter de l'immobilier, du foncier, pour le confier ensuite sous différentes formes à des partenaires qui vont créer du logement très social essentiellement, du logement inclusif en général, qui permet de lutter contre l'exclusion. Voilà. Donc ça, c'est la colonne vertébrale de notre activité d'investisseur. C'est comme ça qu'on structure de manière forte notre bilan, en allant chercher des partenaires un peu partout et sur différents champs. Parallèlement à ça, on a un levier financier, c'est-à-dire qu'on est bien conscient que là où nos partenaires se retrouvent bloqués dans leurs projets, c'est pas que sur le montage de projets immobiliers purs, c'est un peu plus global. Par exemple, quand il faut préfinancer des opérations de maîtrise d'ouvrage d'insertion, eh ben, c'est compliqué. Et parfois, il y a des problèmes d'accès au crédit bancaire pour les acteurs associatifs. Parfois, les associations et les banquiers ne parlent pas tout à fait le même langage. Solifab se fait le traducteur d'une part, parce qu'on a créé un outil qui permet de garantir des encours bancaires.
avec notre partenaire la Nef, la Banque Éthique. Et puis, on est aussi nous-mêmes prêteurs d'argent. On intervient avec différents outils et particulièrement le prêt participatif qui permet de faire des apports en quasi-fonds propres pour préfinancer des opérations ou financer du développement. Et enfin, on a créé un fonds d'intervention conseil, donc c'est le dernier levier, le troisième levier de SolidFap, le levier conseil. On a créé un fonds d'intervention conseil avec la Fondation Abbé Pierre, qui est doté par la Fondation Abbé Pierre et le groupe AG2R Mondial, et qui permet d'une part de financer le fait que l'équipe de SolidFap puisse réaliser des diagnostics de situation pour qualifier des besoins d'accompagnement, et ensuite de financer l'intervention d'accompagnateurs auprès de nos partenaires associatifs. Et donc là, c'est un gros travail et il y a une grosse attente de la part de SolidFap et de ses partenaires sur ce sujet pour permettre d'accompagner sur le plan stratégique, notamment du développement, ces acteurs et de les renforcer. Alors, très concrètement, pour identifier, on a par exemple une structure qui a bénéficié des 3 leviers d'action de SolidFap. Donc, c'est une structure qui se trouve en province, qui agit sur une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, et qui a en 2016 un contexte de redémarrage de son activité. Et donc, une activité qui était un peu endormie, hein, et puis redémarrage de l'activité, une grosse volonté d'agir. Et donc, la première chose, c'est que cette structure, elle avait besoin de fonds pour redémarrer, elle avait besoin de trésorerie pour lancer des opérations. Et donc SolidFap est intervenu une première fois en réunissant un tour de table avec France Active Investissement, par exemple. Enfin, en l'occurrence, France Active Investissement était dans le tour de table. Et on a, avec France Active, mis un premier ticket pour aider cette structure à démarrer en prêt participatif. Et puis ensuite, c'est posé la question de l'immobilier. Plutôt que de brûler toute sa trésorerie pour acheter de l'immobilier, cette structure est sur certains territoires où l'immobilier est tendu et donc très cher, a souhaité faire appel à SolidFap pour que SolidFap porte elle-même le foncier, et de cette manière-là, si vous voulez, la redevance que cette structure nous reverse est bien inférieure sur la durée d'exploitation du bien au prix d'acquisition. Et donc on est intervenu sur Lyon, sur Saint-Étienne, sur Caluire, sur voilà, des différents territoires sur lesquels cette structure intervenait. Et puis on est réintervenu ensuite en prêt participatif pour compléter, toujours dans le cadre d'un tour de table avec France Active. Et puis à un moment, on a, au moment de l'instruction de ce deuxième prêt participatif, en discutant, on s'est dit qu'il fallait effectivement accompagner la remobilisation du sociétariat de cette entreprise sociale. Et donc, on a mobilisé le fonds d'intervention conseil pour qu'un accompagnateur, qu'un consultant puisse travailler avec le sociétariat sur la remobilisation du sociétariat et l'élargissement du sociétariat. Aujourd'hui, on se trouve 7 ans après la première intervention de SolidFap, quasiment, et on constate que le fait d'avoir mobilisé les 3 leviers d'action de SolidFap a eu finalement les effets escomptés, c'est-à-dire qu'on a même dépassé certains objectifs, et donc on voit bien que tout ça a été vertueux. Quelques chiffres clés pour se rendre compte de ce qu'est SolidFap aujourd'hui. SolidFap, c'est un capital social de 67 millions d'euros à peu près. C'est une centaine de partenaires accompagnés sur l'ensemble du territoire français et outre-mer, enfin métropolitain outre-mer. C'est aujourd'hui 50 logements produits par an à peu près, et 4 millions d'euros de financement apporté pour faire levier sur nos partenaires. Et là, on est en train de finaliser la mise en place d'un nouveau plan stratégique qui devrait nous amener à multiplier par 3 d'ici 2028 le nombre de logements créés chaque année, et d'aller sur des levées de fonds qui sont aujourd'hui de 5 à 7 millions par an, vers des levées qui sont plutôt de l'ordre de 20 millions d'euros par an. Voilà, pour investir dans ces partenaires. Je vous remercie et je dois être comme Emmanuel dans le timing. Pourquoi cette question du timing? C'est très bien. On a senti une petite pression. C'est très bien. C'est très bien. Merci pour cette cette présentation très claire de qui vous êtes, de ce que vous faites et aussi de comment vous intervenez. Je pense que tous ces éléments sont
très important à partager aujourd'hui. Et donc, on vient d'écouter ensemble l'enjeu de l'investissement après avoir vu celui de l'innovation et découvrons à présent sur un autre enjeu, celui de faire émerger finalement des solutions Pour en parler, je vais appeler Paul-Alexis Racine-Jourdran, qui est président de cette famille, à nous rejoindre. Paul-Alexis, ravi de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots finalement comment faire émerger de nouvelles solutions pour l'habitat des seniors par rapport au champ d'action de cette famille? Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Et je salue aussi dans les participants un certain nombre de personnes que j'ai pu croiser sur la route, qui se reconnaîtront et que je salue chaleureusement. Alors, pour répondre à cette question, je partirai de l'analyse des besoins, puisque effectivement, faire émerger des nouvelles solutions, ça tire sa source d'analyse de besoins. Chez cette famille, on est là pour répondre à des besoins plutôt que de mettre en place des solutions qui n'ont pas forcément de fondement. Et donc, je reviendrai très rapidement sur notre histoire et ensuite je parlerai effectivement des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Notre histoire, elle démarre en 2017 en Normandie, donc à côté de la Bretagne, où un de mes voisins vient me trouver en me disant « Écoute, j'ai un problème, il faut que je trouve une place en EHPAD pour mon papa qui est en perte d'autonomie. » Donc nous, on adresse effectivement les personnes seniors dans la partie habitation et logement. Et donc ce papa, le papa de ce voisin, commençait à avoir une perte d'autonomie, pas suffisamment développé pour pouvoir rejoindre un EHPAD, et pourtant c'était quand même la solution privilégiée par son fils. Donc on a été visiter des EHPAD et effectivement ça ne marchait pas, parce que les personnes qui étaient en EHPAD étaient très dépendantes, et donc il s'imaginait très rapidement le syndrome de glissement si son papa venait à rejoindre un établissement comme celui-ci. Et donc on a essayé de trouver des solutions, et on a trouvé pas très loin d'Argentan, dans l'Orne, à côté de là où on habite tous les deux, une solution d'une personne, en fait, qui est une personne comme vous et moi, et qui a la particularité d'accueillir chez elle, au sein de son propre domicile, jusqu'à 3 personnes âgées ou en situation de handicap. Et ça s'appelle l'accueil familial. C'est géré par les conseils départementaux qui donnent les agréments et qui s'assurent ensuite de la formation. Et je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point ce métier est beau et à quel point cette solution correspond exactement à la problématique de ce papa. Et donc, je me suis informé, je me suis renseigné, j'ai rencontré les accueillants familiaux, j'ai rencontré différents acteurs. Et je me suis dit que ce métier était super, malheureusement pas toujours bien connu de la part de la population, pas toujours forcément bien valorisé. Et puis difficile aussi parfois en termes de gestion administrative, puisque vous devenez l'employeur de la personne qui accueille votre parent, et donc ça peut générer des questions ou avoir quelques difficultés. En tout cas, générer quelques difficultés. Et donc, pour répondre à ces 3 problématiques qui étaient proposées, en tout cas exprimées par les accueillants, on a monté un service d'accompagnement pour les aider à la fois à rencontrer une personne âgée qui sera en perte d'autonomie, puisque une personne qui, par exemple, un agrément pour 3 personnes peut accueillir jusqu'à 3 personnes, mais parfois il y avait des accueillants familiaux qui avaient personne chez elles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit effectivement à toucher le chômage, et donc elles avaient 0 de revenu. Et pour certaines d'entre elles, elles avaient investi dans qui le garage pour l'adapter, pour accueillir quelqu'un avec un passage dans la maison, qui pour faire une petite extension. Donc ça pouvait poser quelques difficultés. Et donc on est allé voir, on a proposé notre service qui a été très bien reçu, mais avec une difficulté de modèle économique, c'est que les personnes qui sont accueillies aujourd'hui, en tout cas en accueil familial, sont pour 70% d'entre elles viennent d'associations de tutelle, donc d'associations qui accompagnent des majeurs protégés à trouver des solutions. Et ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc impossible de financer notre service. Et on avait quand même des coûts, évidemment, et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour que, dans le cadre d'un modèle intelligent ESS, ce soit une autre personne qui puisse financer ce service et qu'on puisse justement proposer l'accueil familial au plus grand nombre. Et donc on s'est rapproché des caisses de retraite et des mutuelles, qui nous ont dit, mais nous, ça nous intéresse, ça nous permet de proposer une solution alternative à ce qu'on peut faire avec les ESMS classiques, et donc on va vous aider, on va vous accompagner, et c'est nous qui allons financer ce service. Super. Deuxième étape de cette famille, effectivement, avec du diagnostic et de l'accompagnement, notamment avec l'appui d'AG2R, de Malakoff et d'Ecclesia. Et là, en fait, on a reçu beaucoup d'appels, et clairement, la proposition d'accueil familial n'était pas suffisante. Les personnes qui appelaient avaient besoin de proximité, de places disponibles évidemment, avaient besoin d'un coût d'accueil qui soit assez maîtrisé, et donc on s'est dit, on traite à peu près 7000 appels par mois,
Et on s'est dit, on va analyser un peu toute cette donnée et on va proposer une solution. Et c'est là où est arrivée la troisième brique de cette famille, qui est une des solutions, qui est la colocation pour seniors, où on va, comme enjeu principal, conserver l'autonomie des personnes et leur liberté. Donc, ce n'est pas considéré comme un ESMS, on est vraiment sur un domicile privé, où des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, ou d'ailleurs qui sont juste âgées et qui se sentent seules, vont pouvoir partager une vie collective à 8, avec l'appui et l'accompagnement soit d'un SAD qu'ils auront choisi, soit de salariés du particulier employeur qu'ils emploieraient directement. Et donc, ça permet à ces personnes-là de continuer à vivre chez elles, dans leur bassin de vie, le plus longtemps possible. Et c'est vrai que c'est une solution qui est aujourd'hui très reconnue, en tout cas par les personnes qui s'en approchent de près ou de loin. Alors, on a, nous, effectivement, les mêmes problématiques que celles qui viennent d'être évoquées. Première problématique qu'on a réussi à maîtriser, c'est celle du recrutement des auxiliaires de vie, puisque nous, on n'est pas employeur de ces personnes-là, mais il faut quand même trouver des solutions. Et en fait, on se rend compte que tous les acteurs du service d'aide à domicile sont ravis et enchantés de se dire, au lieu de faire 1 heure ici, 1 heure là et 1 heure ici, notamment dans les zones blanches où il y a des gros problèmes de recrutement, de dire j'ai un lieu, un habitat, où je peux regrouper 8 personnes. Et ça vaut aussi bien pour les services d'aide à domicile. Une petite parenthèse, je suis président de l'UNA Normandie, administrateur de l'UNA qui est un réseau de services d'aide à domicile, donc on est vraiment confronté à ça et c'était extrêmement compliqué. Et dans le service d'aide à domicile, il y a évidemment la partie domicile qu'il faut absolument travailler. Et puis c'est également pour les infirmiers libéraux qui pourraient passer le matin ou le soir dans le cadre des toilettes ou des préparations d'un piluguier. Ça permet effectivement à ces personnels de pouvoir venir parfois dans des zones qui sont un peu plus lointaines, mais de s'assurer qu'il y a 8 personnes en même temps et donc le trajet sera relativement bien remboursé. Et en fait, on a cet enjeu aussi sur les maladies neurodégénératives. Et là, je pense à Alzheimer, puisqu'effectivement, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions ? Il faut savoir qu'en France, il y a une personne diagnostiquée Alzheimer toutes les 3 minutes. Il y en a à peu près 225 000 par an. On en dénombre aujourd'hui 900 000 au total, et on va doubler le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer d'ici 2050. Ça veut dire qu'il faudrait créer pour ces personnes, là je parle vraiment des personnes qui sont diagnostiquées, donc qui ont déjà un niveau avancé de la maladie, et donc il y a vraiment des besoins pour ces personnes-là. Il faut réussir à créer des habitats chaleureux, et pour ça il faut réussir à financer. Et je rejoins ce que disait Charles tout à l'heure, il y a des modèles économiques qu'il faut trouver, qui soient suffisamment pertinents et intelligents pour attirer des investisseurs, donc il faut aussi avoir une solidité financière qui soit propre. Il faut trouver un modèle économique qui est pérenne. Parce que c'est important d'être pérenne pour les personnes qu'on accueille, évidemment, parce que si on leur dit, là, on investit, mais on ne sait pas si dans 3-4 ans, on est encore là, ça générera évidemment une certaine inquiétude. Donc, il faut une certaine solidité, et pour ça, il faut trouver les bons partenaires. Et je vais vous donner 2 exemples aujourd'hui sur l'importance de trouver les bons partenaires. Le premier point qui est très positif, c'est que ces caisses de retraite et les mutuelles, dont j'ai cité déjà une partie en début de discours, nous accompagnent aujourd'hui sur la rénovation des logements. Donc pour vous donner un exemple, rénover un logement, c'est-à-dire mettre des salles de bain qui soient adaptées, des toilettes adaptées, mettre un ascenseur pour qu'une maison classique qui aujourd'hui, par exemple, souvent dans les mairies ou dans les communes, est un petit peu abandonnée, puisse retrouver une dimension sociale d'accueil et d'hébergement des seniors, ça va coûter entre 120 et 150 000 euros. Ça veut dire que c'est un surcoût par rapport à un loyer classique pour une personne qui arrive dans la maison, qu'on évalue à peu près 80 euros par mois. Et bien, grâce à l'appui et au soutien de ces acteurs-là, notamment via leur action sociale, on va réussir à réduire de 80 euros par mois ce coût pour les personnes âgées. Ça peut paraître anodin, mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, l'augmentation des taux d'intérêt sur l'endettement a un impact extrêmement important, on a multiplié par 3 les taux depuis le début de l'année. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avant, quand on achetait, on pouvait acheter un taux de 1,5%. Aujourd'hui, on est plus proche de 4,5%. Ça augmente de 60 euros le loyer pour la personne. Donc, en fait, on ne se rend pas compte, mais tout est imbriqué, dont l'intérêt complètement fondamental de pouvoir travailler ensemble et d'avoir des solutions comme celles qui viennent d'être évoquées de financement solidaire. Et peut-être pour terminer mon propos sur aussi les zones géographiques, il y a un vrai enjeu social, une dimension extrêmement sociale. Pour nous, c'est facile d'aller dans les territoires, l'arrière-pays et la ruralité, puisque le prix du mètre carré est finalement pas très cher. Mais pour 3 maisons que vous faites en ruralité, vous en faites une dans une grande ville, Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille. Et donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de trouver aussi dans ces grandes villes
des solutions abordables pour les personnes âgées, sachant que quand on parle, par exemple, de maladie d'Alzheimer, c'est difficile de parler d'autonomie, parce que ce sont des personnes qui parfois sont un peu troublées, sont un peu dans des difficultés. Par contre, la dignité, c'est essentiel. Et autonomie et dignité, il y a certainement des ponts, mais nous, ce qu'on essaye vraiment de faire chez cette famille, c'est de conserver cette dignité, c'est-à-dire cette vision de Kant, des Lumières, de dire qu'un humain, c'est une finalité en soi, et c'est pas un moyen. Et donc, on va vraiment essayer de mettre cette personne-là, cette finalité, cette singularité au cœur de notre problématique, de notre enjeu. Et peut-être juste pour terminer, quand on a rénové une maison et qu'on est prête à la livrer à une colocation, on se réunit toutes les personnes qui ont travaillé chez cette famille dans l'équipe, on se réunit, on se dit, OK, est-ce qu'on y verrait bien nos grands-parents, notre grand-mère, notre grand-père, on fait le tour de la maison. Si tout le monde est OK, ça c'est que la maison est prête. Et à un moment donné, si quelqu'un dit, bah non, là je pense qu'il manque ça, ou on devrait plutôt mettre ceci, dans ces cas-là, on va retravailler pour qu'elle soit la plus confortable possible pour les personnes qui vont pouvoir y habiter. Voilà. Merci pour Alexis pour cet exposé très, très clair et qui pose bien les enjeux de faire émerger au service notamment de l'habitat des seniors, de nouvelles solutions. Et donc avec faire émerger, après l'innovation, l'investissement, c'était la troisième facette des interventions. Écoutons à présent une autre facette très importante qui est celle de la mobilisation collective d'une filière professionnelle. Pour en parler, j'accueille à présent Andrea Lemasson, qui est secrétaire générale de la CAPEB Loire-Atlantique. Andrea, pouvez-vous nous dire 2 mots sur la CAPEB et aussi sur finalement comment mobiliser collectivement les acteurs de sa filière? Oui, bonjour à tous. Alors, je vais essayer effectivement en assez peu de temps de vous faire toucher du doigt l'ensemble et l'ampleur des enjeux pour la filière du bâtiment et ses partenaires, à quel point il va être important dans les années à venir de jouer collectif. Alors, pour vous dire d'où je parle, effectivement, la CAPEB, c'est la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. On est un syndicat professionnel et notre mission, c'est de fédérer, de défendre politiquement les entreprises, de promouvoir les métiers aussi, on y reviendra, et puis d'aider nos entreprises à se projeter dans l'avenir et à préparer les transitions. On représente en France 60 000 entreprises qui adhèrent à notre réseau. Donc, c'est à peu près 15% des 400 000 entreprises du bâtiment en France. Tous les corps d'État sont représentés, de la charpente maçonnerie, le gros œuvre, jusqu'au second œuvre, la peinture, le carrelage. Voilà. On représente vraiment l'ensemble des corps d'État. Et la plus grosse partie de nos adhérents sont des entreprises de moins de 20 salariés. On a quelques entreprises de taille plus importante qui restent adhérentes chez nous parce qu'elles se reconnaissent dans nos valeurs artisanales, qui sont en fait l'indépendance, le savoir-faire, la transmission des gestes métiers et puis l'emploi et l'économie locale. Pour situer un peu nos entreprises aussi, et c'est important par rapport aux enjeux que l'on a, les entreprises adhérentes de la CAPEB, de par leur taille, sont essentiellement des entreprises qui interviennent sur la rénovation. Le neuf ne représente que 5% du chiffre d'affaires de nos petites entreprises. Donc 95% du chiffre d'affaires est réalisé sur la rénovation et 21% est réalisé sur la rénovation énergétique. On distingue les deux, on y reviendra. Alors, un premier enjeu pour nous, et il sera à considérer, c'est l'augmentation du volume de rénovation énergétique qui nous attend dans les années à venir. C'est une activité qui est déjà en croissance de 3% sur un an et qui va être en fait accélérée notamment par la mise en œuvre de la loi climat et résilience qui va en fait s'attaquer aux passoires énergétiques. Donc ce sont les logements en fait dans un premier temps classés F et G qui seront interdits à la location progressivement à partir du 1er janvier 2023. On parle là de 5,2 millions de logements sur ces deux types de classements énergétiques. Donc, impérativement une augmentation du volume. Alors, les premiers concernés, ça va être les bailleurs sociaux et puis les particuliers qui louent des logements individuels. Voilà. Et les syndics, qui vont être en fait les premiers à mettre en œuvre cette rénovation énergétique qui doit s'accélérer.
Donc, des rapprochements sont en cours, en fait, avec des représentants du monde immobilier, nécessairement avec nos artisans, puisqu'on va avoir impérativement besoin de planifier tout ça, et puis que chacun comprenne aussi le fonctionnement des uns et des autres, et les difficultés auxquelles on peut faire face. La première difficulté pour augmenter ce volume de rénovation énergétique, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, du fait de l'accroissement de l'activité essentiellement, on connaît un manque de main-d'œuvre qualifiée qui est important et qui nous oblige à allonger nos délais d'exécution des travaux, donc nos carnets de commandes, et qui donc, là, vous voyez, aujourd'hui, on parle de 99 jours de moyenne pour entre le moment où le devis est signé et les travaux sont réalisés. Donc, il faudra en tenir compte dans l'accélération de la planification. Au premier trimestre 2022, pour vous le dire, les adhérents CAPEB ont répondu à une enquête de conjoncture. Une entreprise sur 4 cherche à embaucher. En Loire-Atlantique, c'est 1 sur 3. Donc on a potentiellement en France, voilà, si on fait les calculs par rapport à notre représentativité, 100 000 emplois à pourvoir. Là aussi, c'est un enjeu pour nous où il faut jouer collectif, à la fois sur la promotion des métiers. On travaille avec le conseil régional, avec la direction de l'emploi territorial. Et puis, ce matin même, vous voyez, j'étais dans le bureau de la directrice territoriale de Pôle emploi pour voir comment on pouvait effectivement sourcer des compétences, de la main-d'œuvre qui souhaite être formée. Voilà, comment on augmente nos compétences. Et puis, il faut aussi qu'on agrandisse notre capacité à former. L'année dernière, à notre grand regret, des CFA avaient des jeunes en liste d'attente parce qu'on manque de formateurs dans les centres de formation des apprentis. Donc là aussi, on travaille ensemble pour essayer de mobiliser des anciens du bâtiment qui partent en formateurs. Voilà, on travaille avec tout le monde sur ces aspects-là. Le deuxième enjeu pour le bâtiment, c'est effectivement de faire des logements durables. Là, je sors des passoires thermiques, mais globalement, on va augmenter le volume de rénovation, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité. Parce que la rénovation, c'est impérativement penser aux fonctionnalités du logement, au public, à tous les publics, mais c'est aussi, dorénavant, penser résistance aux assauts extérieurs. Et quand je dis assauts extérieurs, c'est nécessairement le changement climatique, la sobriété énergétique et la durabilité des matériaux que l'on utilise. Donc là-dessus, on a beaucoup de questions à se poser aussi. Assez récemment, les maisons étaient jusqu'ici conçues pour le neuf et les extensions dans l'optique de consommer moins d'énergie en hiver, donc ce qu'on appelle le confort d'hiver. Et depuis la réglementation énergétique de 2020, on a introduit désormais la notion de confort d'été. Ce qui veut dire qu'en fait, on va maintenant considérer que face à des épisodes de canicule, face à des épisodes de chaleur intense, il faut que les maisons soient conçues avec une orientation différente, avec des casquettes. Voilà, les baies vitrées au sud maintenant des grandes surfaces qui ne sont plus protégées, ça ne pourra plus exister demain. Donc, on doit aussi considérer ça. Et ça va progressivement, en fait, venir impacter aussi la rénovation. Ça s'applique au neuf, mais nécessairement, ça découlera vers la rénovation. Et puis je rebondis sur les interventions déjà, mais j'avais identifié ça aussi pour que les interventions en rénovation soient durables. On l'évoquait tout à l'heure, il est important aussi d'introduire dans les fonctionnalités l'accessibilité du logement. C'est-à-dire que ce serait dommage de tout casser pour rénover énergétiquement, et puis de remonter et de devoir en fin de compte venir recasser pour élargir des portes, pour rénover les douches, les baignoires, et ça c'est quelque chose voilà qui est important mais qui n'a pas encore beaucoup cheminé, mais on va y arriver. La CAPEB a créé à l'initiative de ses adhérents un label en fait qui s'appelle Handibad Silverbad qui permet de reconnaître nos artisans qui ont un vrai savoir-faire dans l'accessibilité. Donc là-dessus, pareil, on travaille avec le Gérontopole, on travaille avec des ergonomes, avec l'ANA, donc l'Association nationale pour l'amélioration de l'habitat, des bureaux d'études. On essaie vraiment de faire avancer cette considération dans la rénovation bien pensée. Et puis, l'enjeu pour la rénovation énergétique aussi, c'est que pour qu'elle soit durable, une rénovation énergétique doit être globale.
on encourage de plus en plus nos artisans à travailler ensemble, et c'est pas simple parce qu'on est quand même sur un public indépendant, je le disais tout à l'heure, hein, des personnes qui sont habituées à être très autonomes en fait dans leur façon de faire. Et on va les encourager à travailler ensemble avec notamment des dispositifs juridiques de groupement momentané d'entreprises. Alors, pourquoi c'est un axe majeur de progression? Parce qu'en réalité, pour qu'il y ait un réel gain énergétique en rénovation, il faut penser global. Changer uniquement des fenêtres, ça n'aura pas d'incidence si votre isolation n'est pas faite, que vous avez des ponts thermiques ou que vous gardez une vieille chaudière qui n'est pas performante en fait. Vous n'allez vraiment pas passer à un stade suffisant d'indépendance énergétique et de résistance aux assauts climatiques comme on l'a évoqué. Donc, on doit sensibiliser nos entreprises à ça. On le fait, nous, en interne, et puis on travaille avec là-dessus des acteurs de la rénovation énergétique, des associations locales qui sont en lien avec les communautés de communes, avec France Rénov', bien évidemment. Donc là, c'est pareil, hein, et la filière et tous les partenaires doivent être mobilisés pour arriver à cette pédagogie-là. Et je dirais voilà quand même que bon, les entreprises ne doivent pas être les seules à porter la responsabilité d'une plus grande communication aux particuliers pour qu'on pense plus global dès le début du projet de rénovation. Et là, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que l'idéal serait effectivement qu'à l'achat même, avant même l'achat, la rénovation soit budgétisée en fait, pour qu'on soit assuré que les propriétaires soient en moyen de se mettre dans un bon logement en tout cas. Un autre enjeu, c'est effectivement nécessairement le financement de la rénovation énergétique. Qui dit rénovation globale et durable, ça veut dire un budget. Donc il est impératif aussi de maintenir des aides financières, voire administratives, pour l'ensemble des ménages, et particulièrement pour les ménages modestes et très modestes qui ont aujourd'hui une bonification quand ils font des rénovations globales. D'autant plus que ces ménages sont les plus concernés souvent par des logements qui ont le plus besoin d'être rénovés et avec un coût induit plus important, et donc potentiellement un frein au passage à l'acte parce qu'on est sur des budgets importants. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et puis en dernier point, vous faire part de la démarche spécifique de la CAPEB Loire-Atlantique. Les élus artisans du département en fait ont souhaité prendre part à la construction de la fondation territoriale de Loire-Atlantique, avec pour objectif de s'inscrire dans un projet encore plus ambitieux en termes de mise en œuvre systémique et d'engagement collectif. Donc, en étant membre fondateur, en fait, et en finançant le lancement de cette fondation, on a pour objectif de contribuer à un territoire qui lutte contre les inégalités sociales, sociétales et environnementales, et d'unir les forces en fait des acteurs privés, publics, associatifs, pour se doter d'un bel outil territorial pour un territoire plus juste, plus dynamique, philanthrope, et qui j'ai envie de dire directement ou indirectement reviendra aux entreprises du bâtiment dans cette démarche d'accélérer leur impact. Et puis on va renforcer la dynamique collective et porter dans ce sens-là des projets innovants. Merci. Merci beaucoup, Andrea, pour ce témoignage précieux et complet qui nous a bien donné à voir les enjeux et des pistes de solutions du point de vue des artisans et de la filière du bâtiment. Alors, on vient d'entendre tous ensemble finalement 4 grands points cardinaux de ce sujet de l'habitat solidaire et inclusif. Et on va à présent, juste une petite remarque à vous partager à l'attention des intervenants, qui peut peut-être nourrir des réflexions pour la phase du débat. Pensez également à l'accessibilité pour les malvoyants et les malentendants, ainsi que pour ceux qui ont des troubles cognitifs. Gardez cet élément pour enrichir le débat. En introduction, et c'est une première, on en remercie notre partenaire G2R La Mondiale, une mise en perspective pour introduire cette séquence du débat. Un retour d'expérience finalement d'AG2R La Mondiale qui nous est proposé à la fois par Tristan Hauck, directeur des partenariats, direction des activités sociales, et également Stéphane Sébastiani, directeur des territoires de la direction des activités sociales de ce groupe de protection sociale. Comme ils n'ont pu être à nos côtés, ils nous ont
partager une petite vidéo. Fort de l'expérience d'AG2R La Mondiale dans une diversité de solutions innovantes, quelles sont vos approches sur l'habitat partagé et inclusif? Alors, bonjour à tous. Juste peut-être repréciser que le groupe AG2R La Mondiale est un groupe de protection sociale et que dans le cadre des groupes de protection sociale, on gère de la retraite complémentaire Agir Carco. Et depuis les fondamentaux de cette retraite complémentaire, on a de l'action sociale. Ça fait une cinquantaine d'années, voire plus, que les groupes font de l'action sociale. Et dans le cadre de cette action sociale, on intervient sur différentes thématiques et ça fait plus de 20 ans que le groupe travaille sur les questions d'habitat. Alors, au départ, c'était sur des problématiques d'aide individuelle pour améliorer l'habitat des individus, mais rapidement, on est venu sur des actions collectives. Et l'objectif de cette action sociale et de la question de l'habitat, c'était de permettre aux personnes de rester le plus longtemps chez elles, en sécurité. Donc, on a travaillé beaucoup sur ces questions d'adaptation du logement, mais aussi, on a travaillé aussi sur la question à un moment donné, du parcours résidentiel de ces personnes, notamment, ils allaient forcément arriver à un moment donné en EHPAD, mais entre l'EHPAD et l'habitat individuel, quelles solutions alternatives? Et donc, du coup, est venue à nous cette question de l'habitat partagé et inclusif, avec différentes expérimentations, qu'elles soient régionales ou nationales, et on a voulu cranter sur le sujet, accompagner les acteurs, essayer de faire émerger des solutions, voire des plateformes de solutions pour permettre de s'outiller sur les questions et permettre à la fois aux usagers, aux acteurs institutionnels et associatifs, d'avoir notamment un vrai catalogue des solutions qui existent aujourd'hui en France. Et c'est là où AG2R a participé, selon moi, à cette histoire qui s'écrit en permanence pour essayer d'améliorer cette question de l'habitat inclusif et partagé. D'après le retour d'expérience d'AG2R La Mondiale, pourquoi faut-il faire alliance entre une diversité de profils d'acteurs? Pour répondre aux besoins de la personne dans son parcours de vie, un parcours résidentiel, il a fallu donc détecter des innovations en termes d'habitat, habitat partagé, inclusif. Il y a bien 10 ans, je crois, qu'on a démarré vraiment sur tout ce qui est habitat partagé, cohabitation notamment intergénérationnelle, ou entre seniors encore valides qui décident de partager une nouvelle maison commune. Et il y a à peu près 7 ans qu'on a démarré un soutien à l'habitat inclusif, donc qui est destiné à des populations avec des besoins spécifiques parce que la question de leur autonomie se pose, hein, donc des besoins pour la mobilité, des besoins pour leur rappeler aussi des choses dans leur quotidien, notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et donc, on a eu la chance, pendant ces 10 dernières années, de soutenir plein d'initiatives sur différents sujets pour répondre à différents besoins des populations et sur différents territoires. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut quand même qu'on capitalise sur tout ce qui a été fait, parce que l'idée, nous, c'est pas de faire le passage à l'échelle hein, de tous ces acteurs, puisqu'une fois de plus, il faut que n'importe lequel de nos bénéficiaires trouve quelque part, non pas chaussure à son pied, mais habitat partagé inclusif adapté à sa situation. Et donc, on s'est dit, en fait, il faut inciter déjà tous nos partenaires, si possible, quand ils le veulent bien, à échanger, à partager leur vécu, leurs expériences, leurs idées, pour constituer un peu un tronc commun de bonnes idées, de bonnes pratiques pour les nouveaux projets d'habitat partagé inclusif, ceux portés par les acteurs existants, mais pourquoi pas par des nouveaux entrants, hein, puisque je crois que dans les intervenants d'aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont glissé récemment vers la thématique de l'habitat partagé inclusif. Et donc l'idée, c'est en faisant travailler ensemble déjà notre noyau dur de partenaires, qui est quand même très très large, hein, bien au-delà des 4 intervenants qui sont là aujourd'hui. Je pense à Famille Solidaire, je pense à Simon Sirène et d'autres. Voilà, c'est de créer une première communauté. Et ensuite d'aller permettre de donner des idées à des porteurs de projets ou des territoires qui seraient, un maire par exemple, qui serait désireux d'avoir un habitat partagé inclusif sur sa commune. Et donc d'élargir avec une plateforme de partage d'idées, de moyens, de solutions. Donc c'est un partenaire qu'on a mobilisé qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre, qui anime des écosystèmes à la fois nationaux et territoriaux, qui nous a aidé à réfléchir à ça et qui a designé une plateforme qui s'appelle Comme une maison. Et honnêtement, c'est juste une plateforme participative, hein, elle n'a pas un but scientifique. Au-delà de ça,
l'idée avec un partenaire comme Bleu Blanc Zèbre aussi, c'est de voir comment ces habitats partagés et inclusifs, ce n'est pas l'affaire que de spécialistes de l'ESF, mais c'est aussi l'affaire d'acteurs du territoire, des territoires, puisqu'un habitat partagé inclusif, il va créer de l'économie autour. Il faut des gens qui viennent à domicile, enfin à cette forme de domicile pour rendre des services. Il va pouvoir aussi, à travers des espaces ouverts, servir de tiers-lieux dans lesquels les voisins pourront, ou les autres habitants de la commune pourront avoir des activités. Cet habitat partagé inclusif, il va peut-être aussi attirer de nouvelles populations qui vont venir habiter là parce que justement, ils savent que leurs proches, avec des besoins spécifiques, pourra vivre là. Et donc, l'intérêt, une fois de plus, par rapport à un mouvement citoyen comme Bleu Blanc Zèbre, c'est de pouvoir embarquer autour d'un projet les élus, les entreprises, les citoyens, les services publics, il ne faut surtout pas oublier, bien entendu, les associations, etc. Voilà. Et c'est tout ça qui fera la richesse. Et je terminerai juste sur quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé, comme dit l'autre, dans un événement qu'on avait fait avec Famille Solidaire. On m'avait dit, en fait, l'habitat inclusif, il ne marche que si il est inclus dans son quartier. Voilà. Et donc, s'il respire, s'il est ouvert sur l'extérieur, et donc l'alliance, au-delà de l'alliance, comme j'évoquais, des acteurs experts d'un sujet, c'est aussi l'alliance, une fois plus, territoriale, pour que ça participe de la vie sociale et citoyenne de l'ensemble des résidents de la commune. Donc, merci merci à vous deux pour cette mise en perspective qui nous donne bien à voir notamment la notion à la fois des personnes et au sens plus large de l'écosystème, des acteurs notamment sur les territoires. Et lançons à présent ce temps de mise en débat. Un temps donc pour écouter, construire ensemble finalement peut-être des partages de nouvelles idées, impulsions sur comment passer des actions de chacun à davantage d'interactions entre tous, notamment dans cette optique de mieux répondre à l'agenda 2030 des ODD. Pour en parler, on va avoir pour la question de la recherche empirique le rameau, sur celle de l'investissement Solifap, pour l'innovation Habitat et Humanisme, sur la question de l'action avec sa filière, la CAPEB Loire-Atlantique, et pour les habitats seniors, cette famille. Alors peut-être pour ouvrir les échanges, Élodie, est-ce que tu peux nous partager les grandes lignes du regard de la recherche empirique sur ce sujet-là? Oui, tout à fait. Alors, ce que je trouve très intéressant de tous les intervenants, c'est qu'il y a quand même des points récurrents, parce que quand on parle d'interaction entre tous, on est bien sur comment on articule différents modèles socio-économiques de profils d'acteurs qui sont très différents. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'il peut y avoir déjà quelques difficultés à ce niveau-là. C'est déjà de faire comprendre à l'ensemble de l'écosystème l'importance d'investir, je l'ai dit tout à l'heure, dans les infrastructures physiques. Andrea en a parlé, Paul, Alexis aussi, c'est comment on fait pour qu'on investisse dans des bâtis, dans des infrastructures physiques qui soient adaptées. Ensuite, deuxième difficulté peut-être à comprendre, c'est d'investir aussi dans tout ce qui est ingénierie relationnelle, accompagnement. Aujourd'hui, on voit, et ce n'est pas forcément lié à l'habitat, mais globalement, que tout ce qui n'est pas visible est difficilement financé. Et il y a tout un enjeu justement à pouvoir faire reconnaître cette valeur du lien qui, selon nous, est extrêmement importante. Et cette valeur du lien, elle est d'autant plus importante sur l'habitat, selon nous, solidaire et durable, parce que c'est une façon aussi d'accompagner les personnes dans la durabilité de leur logement, et c'est aussi une façon de construire des projets qui soient collectifs et donc pérennes. Donc pour moi, il y a déjà un premier enjeu à faire comprendre la nécessité d'investir sur des infrastructures physiques adaptées et aussi tout ce qui touche à l'ingénierie du lien, à l'accompagnement. Après, je rebondis sur ce que disaient Andrea et Tristan en fin de leur intervention respective sur la question de l'écosystème et des alliances. Nous, c'est notre sujet. On est évidemment convaincus de cette nécessité de jouer collectif. Mais même si tout le monde a conscience de cette nécessité, on voit que ce n'est pas forcément évident. Et pourquoi ce n'est pas évident? Parce qu'il y a une difficulté de chacun à avoir une bonne connaissance de son écosystème et de son positionnement. On a souvent une vision de son écosystème par rapport à soi-même, mais on a rarement une vision d'écosystème de façon hélicoptère, où on voit tous les acteurs qui sont en présence et ce qui nous permet ensuite de pouvoir nous positionner par rapport à nos spécificités et de bien comprendre
des spécificités des autres et donc de leur complémentarité. Et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enjeux à travailler sur comment on aborde son écosystème et comment on le mobilise, et comment aussi on fait de la pédagogie où on fait en sorte que ce soit sur l'infrastructure physique adaptée et toute la partie ingénierie de l'Alliance, il y ait à la fois de la reconnaissance, à la fois, quand je dis reconnaissance, c'est de le faire valoir, mais aussi de la reconnaissance économique, parce qu'il y a tout un modèle économique qu'il y a derrière, qui est, selon moi, en tout cas, fondamental pour parler plus globalement de l'habitat solidaire et durable. Donc voilà, peut-être déjà des premières pistes d'échange entre nous. Merci beaucoup pour ce point. J'ai bien noté l'importance de faire reconnaître la valeur du lien et au-delà de la question de réfléchir à de quelle manière aller plus loin pour peut-être agir plus en complémentarité par rapport avec une vision plus globale de l'écosystème d'acteurs qui existe sur son territoire. Charles, Andrea, Emmanuel, Paul-Alexis, est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir ou compléter les propos d'Élodie ? Pour aller ou illustrer en tout cas l'importance de ce que disait Élodie sur la nécessité d'investir à la fois sur les infrastructures physiques adaptées et sur toutes les questions qui touchent à l'humain et aux liens. Je crois que ça c'est capital. Nous évidemment quand on instruit, c'est donc des procédures qui sont assez cadrés, tant sur les investissements fonciers que sur les investissements purement financiers. Une part importante c'est pas des analyses froides, bien au contraire, donc une part importante de notre analyse porte sur l'environnement humain, c'est-à-dire l'accompagnement, et donc ça, sans doute que Emmanuel pourra le dire aussi avec l'expérience extrêmement importante et la qualité de l'accompagnement qui est déployé par Habitat Humanisme. Donc l'accompagnement des personnes, et aussi pour rebondir sur ce que disait Tristan Hawk dans son intervention, l'habitat, il faut qu'il soit quelque part, le logement, donc il faut qu'il soit quelque part, et donc dans tout ce qu'on fait, on fait en sorte que si l'objectif du logement est la question de l'insertion et la question de l'insertion professionnelle, par exemple, si c'est un des objectifs, eh bien, il faut que ce logement soit situé dans une zone qui permette que cette insertion se fasse. J'étais hier posé la première pierre d'un projet à Rennes. L'immeuble se trouve en plein centre-ville de Rennes, juste derrière la place d'Élysée, pour ceux qui connaissent. Eh bien, c'est extrêmement important que ce soit situé là, parce que les personnes qui vont vivre là vont travailler dans un rayon de 200 mètres, des difficultés à se déplacer, etc. Là, tout devient possible, et donc on est certain que l'insertion soit réussie. Donc, à la fois la question de l'humain, et puis le logement adapté, c'est aussi un logement qui est situé à l'endroit qui convient. Merci Charles. Je crois qu'Emmanuel a souhaité intervenir. Oui, je voudrais effectivement tout à fait réagir, pour aller dans le même sens, c'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé cette référence que Paul-Alexis a faite à propos de Kant. Et c'est du très concret, c'est-à-dire ne considère pas l'humain en toi ou chez les autres comme un moyen, mais comme une fin. À partir du moment où on prend cette troisième règle de l'impératif catégorique de Kant comme une boussole, de considérer l'humain comme une fin et non pas comme un moyen, il en découle un certain nombre de choses. Et c'est probablement ce qui nous motive, nous, autour de l'écran, mais également tous nos bénévoles. Donc, c'est effectivement l'engagement, non pas, on n'est pas dans un métier juste comme un autre pour s'occuper et pour gagner de l'argent, on est motivé par une cause. Mais les moyens sont également très importants. Et on a tendance à considérer que l'argent, c'est quelque chose de
surtout dans un environnement français, latin, catholique, afin de considérer que l'argent, c'est quelque chose de dédaignable. Non, l'argent peut faire des très belles choses. Donc, c'est important d'avoir à la fois cette grande vision et en même temps cette capacité de rentrer dans l'analyse d'un business model, de savoir compter en mètres carrés. Moi, je ne suis pas encore capable de compter en mètres carrés, ça fait seulement 2-3 ans que je suis chez Habitat Humanisme, mais en revanche, de savoir compter en euros et de savoir ce que c'est qu'un investissement et les perspectives, en particulier quand nous parlons à nos donateurs ou à nos investisseurs, hein, c'est important effectivement de leur montrer que tout euro donné ou investi, il va avoir d'une part un impact financier, mais il va aussi avoir un impact social et que cet impact social est mesurable. Donc voilà, sur la dialectique entre les moyens et les fins. Merci pour ces propos à la fois très philosophiques et extrêmement concrets, Emmanuel. Paul-Alexis, Andrea, est-ce que l'un de vous souhaite… Andrea, voilà, va réagir. Oui, je souhaitais réagir effectivement sur les moyens. L'aménagement de logements, tant dans les fonctionnalités que pour l'énergie et la sobriété, va être une opération de plus en plus coûteuse. Du fait qu'on va aller chercher effectivement des matériaux plus locaux, du fait, vous avez vu des enjeux qu'on a aujourd'hui sur la hausse de prix, d'où l'enjeu majeur de bien penser les aménagements, de les modéliser. Je réagis sur le partage dans le chat, la personne qui me dit, mais il y a aussi considérer aussi les sourds et malvoyants, malentendants, malvoyants. Typiquement, je le confesse, c'est quelque chose que je n'avais pas encore dans mon champ de vision. Donc, optimiser les moyens, c'est aussi modéliser au mieux l'aménagement des fonctionnalités de ce que peut devenir, ce que peut être la vie d'un logement en fin de compte. Merci Andrea. Paul-Alexis. Moi, je rebondis très rapidement parce que j'aime beaucoup ce que dit Emmanuel, et c'est vrai que je vais peut-être être le canard boiteux de cette table ronde, mais il y a une réalité, c'est celle de la 4e dimension, qui est celle du temps. On vit dans un monde en 3D et il y a la 4D, c'est le temps. Et c'est vrai que quand on parle de stratégie d'alliance, moi, tous les jours, je me dis que je devrais en faire plus pour rencontrer les partenaires, pour rencontrer d'autres personnes du réseau, pour se dire qu'on pourrait co-construire des projets qui ont vachement de sens, avec beaucoup de valeur sociale. Mais malheureusement, j'ai pas toujours ce temps. Alors, il faut le prendre évidemment, mais il faut, et si je le prends, moi en tant qu'entrepreneur, même si je suis entrepreneur social, il faut que j'arrive à le valoriser. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à lui donner une valeur sociale en me disant, prendre du temps pour la stratégie d'alliance va pas forcément m'apporter à moi, mais va apporter à quelqu'un ou à quelque chose. Et c'est là où l'intervention d'un tiers dans ces stratégies d'alliance me paraît plus que nécessaire. Je dirais que c'est une condition. C'est que c'est bien que chacun ait ses compétences. C'est encore mieux s'il y a une personne extérieure qui arrive à faire parler ses compétences et les mettre en musique pour faire un travail de qualité qui a vraiment du sens. Parce que sinon, on commence des projets, on a souvent du mal à les aboutir en termes d'alliance. Donc, il y a cette 4e dimension de temps qui est assez importante. Et pour parler rapidement de la dignité, j'aime beaucoup Saint-Exupéry qui dit effectivement, chacun est responsable de tous, chacun est seul responsable et chacun est seul responsable de tous. Et donc, il y a une vision assez individuelle finalement de notre action. Et il y a aussi une vision collective, puisqu'on est une partie d'un tout. Et je pense que si on aborde ces stratégies d'alliance seulement sous le prisme financier, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Mais si on arrive à y mettre une valeur sociale, mais qu'on arrive vraiment à la quantifier de façon professionnelle, dans ces cas-là, aussi bien pour les investisseurs que pour les donateurs, ça donnera du sens et ça nous donnera un argument supplémentaire. Merci beaucoup Paul-Alexis. Donc le temps et par rapport à ces éléments, Élodie souhaitait réagir à vos propos. Oui, je souhaitais juste réagir par rapport aux propos de Paul-Alexis sur la nécessité d'avoir
des personnes ou des acteurs qui aident, qui facilitent la stratégie d'alliance. Et typiquement, je reviens sur ce que disait Andrea et la création, le lancement de la Fondation territoriale Loire-Atlantique. On est typiquement sur des catalyseurs territoriaux qui ont pour vocation justement à susciter les alliances, c'est-à-dire ils vont animer leur territoire, ils vont organiser le dialogue, ils vont accompagner les acteurs territoriaux dans leur capacité à coopérer. Et ça, c'est toute une technicité, une ingénierie qui est extrêmement importante pour permettre à d'autres justement de se focaliser sur des actions, notamment en l'occurrence les questions d'habitat solidaire et durable. Et donc, je voulais vraiment insister aussi, pour terminer, sur cette question de l'ingénierie d'alliance qui est fondamentale selon nous, qui n'est pas suffisamment reconnue, mise en valeur, et qui pour autant est une des conditions sine qua non pour faire émerger des projets territoriaux les plus pertinents possibles. Et donc l'exemple de la Fondation territoriale est vraiment très, très illustratif de cette capacité à pouvoir mobiliser l'écosystème territorial dans le faire ensemble, dans le vivre ensemble et dans le jouer collectif. Merci pour ces précisions très, très bienvenues, Élodie. Alors, chacun a pu partager une partie de sa vision. Je vous propose peut-être de passer, sauf si l'un ou l'une d'entre vous souhaite réagir, de passer à finalement quelle pourrait être une idée majeure pour aller plus loin dans cette logique de développer davantage d'interactions, de développer ces dynamiques d'alliance au service de l'habitat solidaire et inclusif demain. Donc, moi, je dirais... Vas-y. Moi, je dirais catalyse territoriale. Si. Donc, premier mot, catalyse territoriale. Développer et faire reconnaître la catalyse territoriale. Très bien. Autre, dans le tour de table, est-ce que d'autres éléments marquants vous viennent, vous souhaitez proposer? Je vois Emmanuel qui a ouvert son micro. Oui, j'insisterai sur le lien entre l'innovation d'une part et la connaissance de son écosystème. C'est-à-dire que plus on connaît son écosystème, plus on a de potentiels partenaires, hein, plus on va pouvoir être innovant, sachant que l'innovation n'est pas nécessairement quelque chose de totalement radical, mais ça peut être quelque chose qu'on va co-construire avec un partenaire, hein. Et dans les contacts qu'on peut avoir autour de nous, en particulier sur un même territoire, tout ne va pas nécessairement être utile tout de suite, hein, mais il y a un moment, je l'ai vécu par exemple récemment avec le Tour de Bretagne de la finance solidaire, hein, il y a un moment magique où il y a un alignement de tous les intérêts et de toutes les envies, parce que on est mu d'une part par une mission, par une motivation, et puis cette envie de développer quelque chose de nouveau et qui n'a jamais été fait. Il y a une certaine fierté aussi, le fait de créer quelque chose qui n'existe pas encore, hein, même si c'est risqué, chaotique, qu'on ne va peut-être pas y arriver du premier coup, etc. Merci Emmanuel pour ces propos effectivement très précieux, et on sent aussi le vécu, je pense, dans plusieurs vies en entendant ces mots-là. Charles, Andrea, Paul-Alexis, lequel d'entre vous souhaite prendre la parole? Ou laquelle? Voilà. Je me lance. La catalyse territoriale, évidemment, pour nous. Et j'ajouterais, je rejoins Emmanuel sur effectivement la connaissance de l'écosystème. Bien connaître effectivement toutes les énergies autour du sujet, tous les moyens à mettre en œuvre. Oui. Parfait, merci. Donc, ça se précise. Charles, les micros. Non, mais je rejoins évidemment la question des territoires. Nous, ça fait partie d'une des quatre ambitions d'impact, qui sont visées par Solifap, l'impact positif dans les territoires. Et donc, derrière ça, il y a la question d'avoir la solution adaptée à un territoire, celle qui va s'insérer le mieux
dans ce territoire, mais finalement celle qui va émerger elle-même du territoire, parce que c'est là qu'est la solution. Donc il faut le territoire est évidemment la clé. En vous entendant, j'entends également une perche qui me fait penser au contexte de la création de cette famille, Paul-Alexis. Mais totalement, et peut-être un petit exemple qui est pas un exemple très sérieux, mais qui est un exemple intéressant. Dans une de nos maisons concernant justement le territoire, quand on s'est lancé sur notre deuxième branche, qui est l'habitat partagé et la colocation senior, comme toute personne avec fort peu d'intelligence, on s'est dit, bon, très bien, il va falloir qu'on mette du mobilier dans nos maisons, et donc on va aller voir les fameux grands groupes suédois qui pourraient nous aider enfin nous aider, on va plutôt les payer pour qu'ils puissent nous mettre du mobilier dans nos maisons. Et puis un jour, on a ouvert une maison proche d'une ressourcerie, et puis on est passé devant, et on s'est dit, waouh, ils sont super ces meubles. On s'est arrêté, on a parlé avec la personne, et en fait on s'est dit, mais pourquoi est-ce que dans toutes nos maisons, on n'arrêterait pas ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est-à-dire de commander du neuf, de mettre du neuf, parce que oui, c'est simple, c'est facile, c'est réplicable, mais peut-être que aller prendre des ressources au niveau local, éviter les trajets, les transports, etc., ce serait plus intelligent. Et puis, on a commencé à le mettre en place. 2-3 mois après est arrivée la crise en Ukraine, où pour le coup, quand on commandait ne serait-ce qu'une paire de draps quelque part, on ne l'avait pas. Par contre, la ressourcerie ou Emmaüs, eux, ils l'avaient. Et là, on s'est rendu plutôt intelligent et on s'est dit, mais en fait, on a bien fait de faire ce choix-là. Donc parfois, le choix du territoire, quand on parlait de rationalité économique, en fait, il est pertinent, il est intéressant. Les coûts de transport, on n'a pas les payés alors que ça a pris énormément en termes de valeur. La partie matières premières, c'est pareil. Peut-être qu'en revalorisant justement ces petites boutiques, mais quand je dis petites boutiques, c'est aussi pour les artisans, c'est aussi pour toutes les personnes qui peuvent entourer une maison ou un territoire. Finalement, économiquement, je crois qu'on y gagne énormément. Merci pour ces propos sous le coin du bon sens, Paul-Alexis. Donc, j'en retiens l'idée d'investir et de valoriser davantage finalement le savoir-faire et les matières premières locales et les produits locaux. Écoutez, merci à chacune et chacun d'entre vous pour ces témoignages passionnants. Je pense que l'ensemble des spectateurs, j'ai même pu le voir dans le fil des questions, a beaucoup appris et sort grandi en termes de vision du sujet sur l'un ou l'ensemble de ses facettes. En tout cas, c'était des témoignages vraiment très, très pertinents. Donc, merci beaucoup à chacune et à chacun d'entre vous. Et on vous donne rendez-vous, donc prochaine étape, alors que la Semaine européenne de l'emploi et de personnes handicapées se tient. C'est le bon moment pour annoncer notre prochain rendez-vous qui aura pour titre CAP 2030 vers les nouveaux modèles de prise en compte du handicap, le 15 décembre 2022, en partenariat avec la Banque des Territoires. Excellent après-midi à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.